pour ceux qui me connaissent pas, et je suppose que vous êtes nombreux, je m'appelle Sébastien Stormack, je suis Developer Advocate chez AWS basé en France. Et donc mon métier c'est de parler dans des conférences, et donc merci à Cloud West de nous avoir invités aujourd'hui avec ce talk ce matin. Et puis j'ai un workshop aussi de développement d'applications mobiles sur iOS cet après-midi. Je fais ma pub, mais je ok. Dans ce talk, je disais, on va parler de résilience et de design pattern que vous pouvez vous appliquer dans vos applications, dans vos infrastructures, pour que vos applications soient plus robustes aux pannes. Et on va parler de pannes et on va parler de design pattern. Je vais parler un peu d'AWS, mais pas tellement. La plupart des design patterns sont cloud agnostic, donc vous pouvez appliquer ça à d'autres topologies, que ce soit on-prem parfois ou dans d'autres clouds. Il y a juste sur la partie région ou zone de disponibilité où ça sera un peu spécifique à AWS, mais les autres providers ont des concepts similaires, donc vous pourrez appliquer le même genre de technique pour des déploiements en dehors d'AWS. Alors, on va essayer de changer de slide, hop, voir si ça marche. Yeah! Devinez ce qui va se passer ici. Vous savez, on a bien tout barricadé, on est sûr que tout va bien, le trafic fonctionne à deux sens. Et puis on a un élément imprévu qui arrive et qui fait quelque chose de tout à fait non prévu. Le gars qui traverse la barrière. So far so good, ça devrait marcher. Sauf que ce petit événement cause une chaîne d'événements qui n'étaient pas vraiment prévus et qui bloque toute la circulation, en tout cas la moitié de la circulation dans ce sens-là. C'est la partie la plus amusante de la vidéo, c'est le pauvre monsieur qui essaye de réparer son truc et de soulever la barrière de nouveau. Et c'est juste une allégorie, c'est juste une analogie, mais ce genre de choses arrive dans vos systèmes d'information tout le temps aussi. Parce que vos systèmes d'information sont des systèmes distribués, ils utilisent des back-ends, des front-ends, il y a différents microservices qui s'enchaînent, et donc il faut que toute cette chaîne fonctionne et soit disponible pour que votre service soit up and running pour vos clients. S'il y a une chose dont on est sûr dans le cloud, c'est que quelque chose va foirer. Failures are a given and everything will eventually fail over time. Ne croyez personne qui vous dit nous vous garantissons 100% de uptime. Nous on le dit pas. On a des SLA, Service Level Availability, sur certains de nos services, mais un SLA c'est jamais qu'un contrat, c'est jamais une garantie. Ça dit juste que si on n'atteint pas ce SLA, on vous rembourse sous la forme de crédit. C'est jamais une garantie. D'ailleurs c'est un des premiers trucs que j'ai dû apprendre en rejoignant AWS il y a plus de 7 ans maintenant, c'est qu'on n'utilise pas le mot garantie. Il n'y a jamais aucune garantie. L'exemple que je donne toujours, c'est de dire qu'un avion peut tomber sur un data center. Dans ce cas-là, désolé, cette availability zone ou ce data center-là, il ne sera pas disponible. Et ce sont des événements qu'on peut pas contrôler. Donc rien n'est donné. Pensez à la panne en permanence et pensez comment vos systèmes peuvent s'adapter aux pannes. Je parlais avec Pascal Martin qui travaille chez M6 Bedrock, qui a donné un speech au au AWS User Group français il y a quelques semaines. J'ai préparé un podcast avec lui que vous allez trouver dans quelques semaines également. Et il disait les systèmes distribués sont en permanence en état de panne. Il y a toujours un truc qui marche pas à gauche et à droite. Et donc votre job en tant qu'architecte, c'est d'essayer de faire conserver ce système dans un état où il fonctionne le mieux possible pour les utilisateurs, même si à gauche ou à droite, il peut y avoir un truc qui fonctionne pas à un moment donné. C'est ce qu'on appelle la résilience, être capable de résister aux pannes. Vous savez, dans l'ancien monde, j'ai fait beaucoup de consulting le siècle passé, avec des app serveurs en Java. C'est pour ça que j'ai dit Java User Group. On avait ce problème dans une banque où je travaillais, où dès que la base de données était down, l'application sur l'app serveur pétait, et pétait pas très joliment avec un gros Java Stack Trace à la tête des utilisateurs, connection exception, quelque chose comme ça si je me souviens bien. Eh bien, il y a des alternatives. Il y a moyen d'adresser ces problèmes-là de façon différente, et c'est ce que nous allons voir dans ce talk. Donc la résilience, c'est la capacité pour un système de gérer les problèmes, et même éventuellement
éventuellement de récupérer de ces problèmes. Donc c'est de continuer à fonctionner, peut-être en mode dégradé, peut-être avec moins de fonctionnalités, peut-être en read-only par exemple, ou avec des valeurs hard-codées, pas nécessairement des valeurs live, quand quelque chose ne fonctionne pas. Mais planifier l'unexpected. L'unexpected devrait faire partie de votre quotidien. Un bon exemple de partial failure mode, c'est cette vidéo qu'on a trouvée sur Internet, où évidemment il y a un problème avec la roue là, et le monsieur, il répare la roue sans interrompre le service. Alors, évidemment, le véhicule fonctionne en mode partiellement dégradé pendant cette intervention, mais il fonctionne toujours, il avance. Je suis pas sûr de la sécurité du système. J'adore le monsieur qui vient porter la roue de secours, qui font l'échange. Hop, je me demande comment il boulonne les roues quand même sur ce truc-là. Mais ça, c'est un exemple de travail en mode partiellement dégradé. Alors pour que ça arrive, évidemment, il faut que vous maîtrisiez votre infrastructure, mais l'infrastructure n'est pas tout. Il faut que vous maîtrisiez le réseau, les données qui vont sur le réseau, vos applications, et le plus important, c'est les gens. Il faut des gens qui communiquent, des gens qui se connaissent, qui travaillent ensemble et qui ont une culture de l'excellence opérationnelle. Vous savez, être bon, c'est pas juste des process, c'est pas juste du training, c'est vraiment une culture, c'est une bonne habitude à prendre à tout niveau, tout le temps. J'en parlerai encore, mais il y a une série de blogs de mon collègue Adrien Hansby sur l'excellence opérationnelle et le focus qu'il met sur les gens. C'est pas uniquement du training, c'est pas uniquement du process, c'est vraiment une culture de bonnes habitudes à prendre pour garder un système up and running tout le temps. Alors, quels sont les design patterns dont je voudrais parler aujourd'hui? Je vais parler de plein de choses aussi ennuyantes que le backup. Désolé, backup, disaster recovery. Oui, mais ça fait partie de la continuité. Je vais parler de géographique, de disponibilité géographique. Je vais parler de design patterns que vous pouvez appliquer à votre code. Par exemple, faire des appels asynchrones à vos back-ends plutôt que des appels synchrones. On va parler d'architecture par cellule. Comment vous pouvez se protéger des pannes et limiter le blast radius. Donc c'est une grande collection de design patterns qu'on va parcourir pour les 50 minutes qui restent. N'hésitez pas à poser des questions, j'ai un œil sur le chat, donc si vous voyez mes yeux qui baissent sur la caméra, c'est parce que je regarde le chat. Donc n'hésitez pas à poser des questions et j'y répondrai en direct pendant ce talk. Bien, sur AWS, comme chez les autres cloud providers, on a pas mal d'infrastructures réparties à travers le monde. Alors j'ai arrêté de les compter, mais 23, 24 zones de régions, 2, 4, 6, 7, c'est un peu trop à compter. Les deux dernières qu'on a rajoutées, c'est Cape Town en Afrique du Sud et Milan en Italie. Donc une région, c'est l'endroit où vous allez déployer votre infrastructure, c'est l'endroit où vous allez mettre vos données. Les régions sont complètement isolées les unes des autres, donc c'est conçu pour que si une région explose, les autres puissent continuer de fonctionner. Donc il n'y a pas de dépendance entre régions, mais les régions sont interconnectées par un backbone privé AWS, à part en Chine où elles sont connectées sur l'internet public. Et donc le trafic entre régions, la plupart du temps, passe par notre backbone privé, managé par AWS. Et dans une région, on va trouver ce qu'on appelle des zones de disponibilité. Alors c'est un langage peut-être un peu barbare pour dire des groupes de data centers. Vous pouvez vraiment imaginer des zones de disponibilité comme étant un cluster de data centers, 2-3 bâtiments l'un à côté de l'autre, au minimum un évidemment, mais dans les grandes régions, les availability zones peuvent avoir plusieurs data centers. Et ces zones de disponibilité, elles sont conçues pour être isolées en matière de panne. Donc, on expose notre limite de résilience en exposant les zones de disponibilité. Donc, elles sont conçues dès le départ pour ne pas pouvoir être impactées par la même panne au même moment. Des exemples de panne seraient une perte d'électricité, par exemple. Elles ont des connexions différentes aux utility providers pour l'électricité. Elles ont des connexions redondantes et différentes au backbone AWS et à Internet. Elles sont séparées par quelques kilomètres de distance. Alors parfois on se demande combien de kilomètres, ça dépend d'une région à l'autre. S'il y a des risques sismiques de tremblements de terre, la distance pourrait être plus élevée que dans des zones comme ici à Paris où a priori il y a peu de risques de tremblements de terre. Même chose pour les inondations, pour les risques d'avions qui tombent, etc. Donc vous pouvez voir une availability zone comme un groupe de buildings distants de quelques kilomètres les uns des autres et conçus pour être indépendants en matière de
panne, c'est-à-dire qu'une panne qui touche une availability zone ne devrait pas en principe affecter les autres availability zones, de manière à ce que nous ayons toujours plusieurs zones de disponibilité disponibles, c'est le nom, dans une région. Toutes les régions, presque toutes les régions maintenant ont 3 zones de disponibilité. Toutes les nouvelles régions ont 3 zones de disponibilité interconnectées entre elles par notre réseau. Donc, quand vous déployez vos données, quand vous déployez vos applications, la première chose à faire, c'est de s'assurer que vous déployez vos applications sur plusieurs zones de disponibilité. Il n'y a absolument aucune garantie de notre part qu'une zone de disponibilité restera up and running tout le temps. Je reprends l'exemple de l'avion qui tombe. C'est un événement que nous ne pouvons pas prévoir. Très faible probabilité, mais si ça arrive et que votre application tournait dans cette zone de disponibilité, ben, elle ne sera plus disponible. Alors, il y a certains services que nous implémentons. Un grand bruit autour de chez moi, je ne sais pas si vous l'entendez, comme des avions de chasse qui passent. Désolé pour le son. Donc il y a certains services que nous implémentons qui prennent avantage de ces plusieurs zones de disponibilité. Par exemple, Amazon S3 ou DynamoDB. Quand vous spécifiez Amazon S3, Amazon S3 va dupliquer les données automatiquement sur plusieurs zones de disponibilité. Donc, si on perd une zone de disponibilité, Amazon S3 sera toujours dispo et vos données seront toujours dispo. Mais certains services, c'est à vous de les dupliquer. Si vous lancez une virtual machine, désolé, on ne peut pas faire tourner une machine virtuelle sur 3 data centers différents. Donc, c'est à vous d'en lancer 3 différentes dans 3 zones de disponibilité pour s'assurer qu'au moins 2 restent disponibles 24 sur 24, 7 jours sur 7. Parce que c'est la beauté de faire tourner des choses en parallèle. Quand vous faites tourner des services en parallèle, la disponibilité de l'ensemble augmente proportionnellement au carré de la disponibilité de chacun des composants. Donc, si vous avez un composant qui est disponible 99% du temps, que vous en mettez 2 en parallèle, n'allez pas doubler la disponibilité, c'est proportionnel au carré, donc vous allez passer à 99,99% du temps disponible. Donc, vous passez d'un downtime acceptable de 3 jours par période de temps, mois, année, à un downtime de 52 minutes, et ainsi de suite si vous rajoutez un 3e élément, etc. D'où l'importance de répartir vos œufs, vos ressources sur plusieurs zones de disponibilité. Donc une infrastructure type, disons pour une application web, vous aurez un load balancer qui lui est un service régional, donc lui il connaît la différence entre les availability zones et il travaille à travers plusieurs availability zones. Vos instances, vos machines virtuelles, là c'est à vous de les déployer dans plusieurs zones de disponibilité. Et puis votre base de données, où là c'est un peu plus compliqué de cloner des bases de données entre zones de disponibilité. Donc typiquement, ce que vous allez faire, vous allez avoir une instance maître et avoir un standby dans une autre région, une copie à chaud au niveau bloc, de manière à ce qu'on puisse redémarrer la base de données et switcher les noms DNS pour que l'instance de standby devienne l'instance maître au cas où il arriverait quelque chose, soit à l'instance maître toute seule, soit, ce qui est beaucoup plus rare, ce qui ne devrait pas arriver, à l'ensemble de la zone de disponibilité. Donc imaginez un avion justement qui se crache sur cette ESIA, la DB d'instance deviendra la maître, le load balancer va se rendre compte que les instances ne sont plus disponibles, donc il va arrêter d'envoyer du trafic vers ces instances-là. Et l'instance slave deviendra instance maître par switch de nom DNS. Donc après un certain temps, votre application sera capable de se reconnecter en principe à l'instance. Donc pour avoir des applications qui sont fault tolerant, déployez vos services sur plusieurs zones de disponibilité dans une région. Certains services connaissent les zones de disponibilité, c'est le cas des load balancers, c'est le cas d'S3, c'est le cas de DynamoDB. Certains services les connaissent, mais vous devez l'activer parce que le prix n'est pas le même. Par exemple, Amazon RDS pour les bases de données, vous pouvez demander à Amazon RDS de créer une instance en standby dans une autre zone de disponibilité. Et puis certains services, c'est à vous de vous assurer qu'ils soient déployés correctement sur plusieurs zones de disponibilité, et c'est le cas typiquement de tout ce qui est spécifique à un data center, tout ce qui est attaché à EC2, typiquement les machines virtuelles, les volumes de ces machines virtuelles.
Voilà pour la répartition géographique, les régions et les zones de disponibilité. Comment est-ce qu'un service comme Autoscaling peut vous aider à augmenter la résilience et la disponibilité de vos applications? Vous savez, Autoscaling, c'est ce service qui vous permet de faire un scale-out en rajoutant plus d'instances quand vous en avez besoin ou diminuant votre footprint, réduisant le nombre d'instances quand vous en avez plus besoin. Donc typiquement, c'est un service qui va vous aider à absorber les pics de charge en travers la journée en garantissant une baseline d'une ou deux instances, c'est vous qui configurez ça, et puis en rajoutant des instances ou des containers, ça marche aussi avec les containers, en fonction des besoins que vous avez dans la journée. Alors moi, j'appelle souvent Autoscaling aussi comme le cluster du pauvre, parce que Autoscaling, ce qu'il fait, et tout ce qu'il fait finalement, c'est garder un pool de capacité, on peut parler de container ou d'instance EC2 ici, à une capacité donnée. Donc si vous lui dites mon desire capacity, ma capacité désirée c'est 2, eh bien il va créer 2 instances. Et si une meurt ou si une n'est plus disponible pour quelque raison que ce soit, eh bien il va remplacer cette instance. Il détecte que l'instance est down, il peut le détecter soit au niveau système de la machine, soit parce que le load balancer a un health check qui foire, on reparlera des health checks un peu plus tard dans ce talk. Et donc, autoscaling, automatiquement, il va remplacer l'instance, terminer l'instance et en remettre une nouvelle, et la plupart du temps, ça suffit pour résoudre votre problème. Dès que l'instance est disponible, le load balancer enverra à nouveau du trafic vers cette instance. Autre chose sur les autoscaling groups, si vous avez juste une application qui a besoin d'une instance et rien d'autre, vous pouvez juste mettre votre desire capacity à 1 et dire voilà, Monsieur Autoscaling, garde-moi ce groupe avec une instance, et si cette instance meurt pour quelque raison que ce soit, elle sera remplacée automatiquement, c'est pour ça que j'appelle ça le cluster du pauvre. Un autre moyen de garder son application disponible, le plus souvent, le plus longtemps possible, en fonction du temps qu'il vous faut pour être capable de remonter un environnement à partir d'un backup, mais c'est évidemment avoir des backups, et je suis désolé, on est toujours au 21e siècle, et il y a toujours des mecs qui vous parlent de backup, et surtout de tester vos backups. Oui, c'est important d'avoir des backups, et c'est votre responsabilité souvent de vous assurer de la disponibilité de ces backups. Parce qu'il y a des choses toutes bêtes qui peuvent arriver. Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, dans une banque aussi, où je travaillais comme consultant. J'étais dans un environnement de développement, heureusement. Et un jour, j'ai tapé la commande en dessous, rm-rf var espace var log. Et je me suis dit, tiens, pourquoi cette commande qui d'habitude retourne immédiatement prend beaucoup plus de temps, et vous savez, c'est la petite commande que vous faites en fin de journée avant de rentrer sans y penser, et soudainement vous vous détruisez votre root file system. Alors je sais que sous Linux aujourd'hui c'est plus possible, mais là je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où c'était avec des machines Solaris au siècle passé, où Solaris acceptait joyeusement de faire ça. Évidemment j'étais root quand j'ai fait ça, et là le seul moyen de récupérer c'est récupérer des backups. J'ai un de mes collègues qui me raconte toujours l'histoire d'un jour où il a fait un drop database dans une base de données. Lui, c'était en prod et c'était la mauvaise base de données, évidemment. Il pensait qu'il était en dev et il a fait un drop, non pas d'une table, mais d'une base de données entière. Donc, pour récupérer des erreurs manuelles, des erreurs humaines comme ça, il n'y a qu'une seule chose, c'est avoir des backups. On a un service de backup qui existe, AWS Backup Service, qui peut backuper vos file systems EFS, qui peut backuper vos tables DynamoDB, vos volumes EBS. Et depuis peu, je crois que c'est moi qui avais écrit le blog post pour annoncer ça d'ailleurs, le service permet de backuper des instances EC2 complètes. Parce qu'une instance EC2, c'est plus que ses volumes EBS, que la somme de ses volumes EBS. C'est aussi des métadonnées, comme dans quelle région elle était, quels étaient les MyID, quelle était la clé SSH, quel était le security group. Et donc, il y a une bonne dizaine de points de configuration, de métadonnées qui sont backupées également, qui vous permet de recréer une instance EC2 à partir du backup. Il y a des choses que vous pouvez faire au niveau des permissions également. N'oubliez pas que dans les permissions, dès qu'il y a un deny, l'évaluation s'arrête. Donc vous pouvez explicitement, dans les rôles ou dans les permissions que vous allouez à vos utilisateurs ou à vos rôles, vous
vous pouvez interdire des actions destructrices comme un delete table sur DynamoDB, un remove bucket sur S3. Peut-être vous pouvez interdire de terminer des instances. Mais évidemment, ça ne protège pas contre les choses qu'on fait sur les instances elles-mêmes, comme mes deux exemples avant. Un drop table, un drop database, un rm-rf slash ne seront pas interdits par des policies sur IAM. Vous pouvez également dans les instances, dans les policies, dans les rôles, demander de sécuriser en entrant un code MFA. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Oui, vous voyez mon curseur. Donc vous pouvez dire que pour des instances, pour des destructions d'instances, il faut rentrer un code MFA en plus, donc un code qui vient d'un one-time password ou d'une appli comme Google Authenticator sur votre téléphone. Ça n'empêche pas de faire l'action, mais ça oblige les gens à réfléchir 2 secondes de plus avant de taper Enter, et donc de se dire est-ce que je dois vraiment effacer cette table-là. Question d'Alexandre, entre restaurer une instance backup et laisser autoscaling lancer une autre instance, est-ce qu'il y a des différences? Oui monsieur, il y a des différences. D'abord, autoscaling en général réagira plus vite que vous, donc si l'instance meurt, autoscaling va le remplacer automatiquement. Mais autoscaling va relancer l'instance telle qu'elle était à son point de démarrage initial avec les MI et le EBS. Donc tout travail en cours, toute donnée non persistée sur les volumes EBS sera perdue, tandis que si vous avez un backup, l'état des volumes EBS sera persisté. Donc avec un backup, vous prenez un snapshot d'une image à un moment donné, avec autoscaling qui relance des instances, vous relancez une instance, j'ai envie de dire vierge, telle qu'elle était au moment où elle était lancée initialement. Donc ça ne sert pas à se protéger du même risque. Autoscaling sert à se protéger du risque d'une appli qui plante ou d'une virtual machine qui plante, un Linux qui crache, ça peut arriver, c'est rare, ou un host chez nous qui meurt, on a un rack qui meurt, les instances qui sont dessus meurent et elles sont remplacées automatiquement en étant repositionnées sur un autre rack. Tandis qu'un backup aide à se récupérer d'une erreur ou d'une malformation du file system. Typiquement, le rm-rf slash, c'est quelque chose qu'autoscaling ne va pas détecter tant que l'instance fonctionne. A priori, il ne va pas la remplacer. Tandis qu'avec un backup, vous pourrez récupérer l'instance telle qu'elle était avant, enfin au moment où vous avez pris le backup. Ça a l'air évident, mais n'oubliez pas de tester vos backups. Il y a quelqu'un qui disait un backup pris mais non testé, c'est un backup de Schrödinger, il est dans un état inconnu. Tant qu'on n'a pas testé le recovery d'un backup, on ne sait pas vraiment si c'est utile ou pas. Et j'ai aussi des cauchemars et des histoires horribles à raconter de moi, jeune sysadmin, dans une petite boîte de service, dans un autre pays, dans un autre siècle, où consciencieusement je prenais des backups d'un Exchange Server, Microsoft Exchange Server, tous les jours, et on avait une rotation avec des backups hebdomadaires qu'on gardait, et puis des backups daily, et puis même un backup monthly, et le file system était corrompu. Et donc le jour où le serveur a dû redémarrer, il ne redémarrait pas. Pas grave, comme dis-je, on n'a qu'à redémarrer à partir du backup. Et je me suis rendu compte que tous mes backups daily et même mes backups weekly étaient eux-mêmes invalides parce qu'ils étaient corrompus, ils backupaient joyeusement un file system corrompu. Pourquoi? Parce que je testais jamais le recovery des backups. N'oubliez pas non plus qu'à l'époque, c'était pas facile d'avoir une machine en plus, il fallait la commander, la payer, etc. Ici, dans le cloud, vous n'avez pas d'excuse, vous pouvez tester vos backups même automatiquement avec un script qui va créer l'infrastructure, restaurer les backups, tester que l'application fonctionne et puis effacer l'infrastructure quelques minutes ou quelques heures après. Donc voilà pour les choses ennuyantes, les backups, la répartition géographique entre availability zone, entre régions éventuellement. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire dans vos applications, si vous êtes développeur, si vous êtes architecte, quelles sont les choses que vous pouvez changer au niveau du code pour que vos applications soient plus résilientes? La première chose, c'est d'éviter tout ce qui est communication synchrone entre process. Si vous avez un process A, disons un microservice, qui appelle un process B, il faut que les deux process soient disponibles pour que le service dans son ensemble soit disponible.
Donc, en cas de panne main brève du process B, l'ensemble fail. Et donc là, on n'est plus en parallélisme, comme je parlais tout à l'heure, mais les temps de disponibilité se soustraient les uns aux autres. Au plus vous rajoutez des dépendances comme celle-là, au moins la disponibilité totale de votre système sera grande. Et donc, un moyen à la fois bon pour la disponibilité et pour le scaling, c'est d'avoir des communications asynchrones. Le process A poste un message au process B et continue en attendant d'avoir le résultat du process B. Alors, facile à dire, pas nécessairement facile à faire. Voyons un exemple avec une couche d'API qui reçoit des messages et qui doit avoir un traitement un peu long. Et ce traitement un peu long est délégué à des instances EC2 qui sont des instances de workers. Et la communication se fait de façon asynchrone. Et quoi de mieux pour communiquer de façon asynchrone entre deux applications qu'une file d'attente de messages, une queue de messages. C'est vieux comme le monde, c'est vieux comme l'informatique. Sur mainframe, déjà, il y avait IBM MQ Series qui permettait de faire ça. Dans le cloud, on a Amazon SQS qui vous permet de faire ça. Donc, vous avez un appel, disons, qui vient du client, qui lui est synchrone et qui demande à l'API de faire quelque chose. L'API, ce qu'elle fait, elle dépose une demande de job dans la queue et elle retourne directement le job ID en disant « Oui, la demande a été faite et ça sera le job 001 ». Les workers, pendant ce temps-là, ils processent les messages dans la queue, ils font leur long travail, on peut imaginer, je sais pas moi, un traitement de vidéo, un traitement d'image, et quand le résultat est disponible, ils le mettent dans un endroit, un cache par exemple, un Elastic Cache, ou dans une base de données, quelque part où l'API pourra aller le récupérer. Pendant ce temps-là, en ayant cette architecture multiple, ça vous permet de pouvoir scaler vos layers de façon indépendante. Donc, s'il y a beaucoup de travail sur l'API, vous pouvez avoir plus de hosts ou des hosts de types différents sur l'API, et même chose sur les worker instances. Si vous avez besoin de plus de compute, vous pouvez scaler ces deux couches de façon indépendante. Vous pouvez utiliser des types d'instances différents également. Une fois que le worker a fini, il poste un message, par exemple avec Amazon SNS, vers le consommateur de l'API. On peut imaginer que ce soit l'utilisateur. Ça peut être l'API qui fait ça aussi. Et puis, l'interface graphique, l'application cliente repasse par l'API pour aller chercher les données qui ont été mises à sa disposition. Tout ça, ça peut se passer très vite. Je démarre une application mobile, j'ai un écran blanc ou juste avec des placeholders à l'endroit où les données doivent s'afficher. Dès que les données sont disponibles, l'appli est notifiée, refait un deuxième appel API pour aller chercher les données et les afficher à l'utilisateur. Le tout se fait en quelques centaines de millisecondes, en fonction évidemment du temps que met le worker à travailler. De cette façon, l'API peut aussi implémenter des stratégies intelligentes pour retourner des données temporaires ou pour retourner des données cachées, par exemple, plutôt que des données spécifiques à ce job-là. L'utilisation de queue vous permet également de prioriser les jobs. Imaginez que vous ayez deux types de clients, des clients payants et des clients gratuits. On pourrait imaginer d'avoir deux types de queue, une queue basse priorité et une queue high priority, où les workers vont d'abord chercher les messages sur le high priority, et puis s'il n'y a rien à faire, alors ils vont chercher les requêtes pour les clients gratuits de low priority. Si vous implémentez ça, soyez sûr quand même d'aller regarder ce qu'il y a dans low priority de temps en temps, parce que si la queue high priority est constamment alimentée et que vous n'avez pas de garde-fou, les messages low priority ne seront jamais traités. Donc, une best practice sera peut-être d'aller checker une fois tous les 10 messages, une fois tous les 15 messages, aller voir côté low priority s'il n'y a pas quelque chose à faire également. À vous de voir la politique, ça dépend de votre application, ça dépend de vos business rules. Ah, les bases de données. J'ai beaucoup de questions sur les bases de données. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'une base de données soit hautement disponible? Comment est-ce qu'on peut répliquer les bases de données? Comment est-ce qu'on peut scaler des bases de données? C'est une de mes questions favorites quand je fais des interviews techniques. Expliquez-moi les différents moyens que vous avez pour tester, pour scaler des bases de données relationnelles.
Typiquement, un moyen de continuer à fournir du service sur une base de données en situation dégradée, c'est d'utiliser les modes read-only. Si vous utilisez Postgres, MySQL, si vous utilisez Aurora, vous savez que vous pouvez avoir une instance maître, principale, disons, et de créer très très facilement, quelques clics dans la console, quelques commandes en ligne de commande, vous pouvez créer des DB instance read replica. Donc un read replica, c'est une copie de la base de données, une copie asynchrone, donc elle sera un peu derrière en termes de mise à jour, enfin de mise à jour des données, surtout si vous avez beaucoup de mises à jour sur l'instance principale, il peut y avoir un lag, quelques millisecondes, quelques secondes entre les données qui sont écrites dans le master et les données qui sont répliquées dans les réplicas. Mais ces DB Instance Replica, ils sont en read-only. Donc typiquement, vous donnez à votre driver JDBC ou DBC la liste des instances, l'adresse IP ou le nom DNS de l'instance principale, et puis les adresses IP ou les adresses ou les noms DNS des instances slave. Et c'est votre driver qui automatiquement va envoyer les selects sur les read replicas en faisant une espèce de load balancing sur les read replicas. Et puis les insert update delete seront envoyés sur l'instance principale. De cette manière, même si l'instance principale vient à échouer pour une raison ou l'autre, vous avez toujours un accès read-only aux données et donc votre application peut continuer de fonctionner en mode dégradé. Un autre moyen de garantir la disponibilité, je ne devrais pas dire garantir, mais d'améliorer la disponibilité, c'est d'utiliser de la fédération de bases de données. Plutôt que d'avoir une base de données avec toutes les données, vous utilisez plusieurs bases de données. Une base de données pour vos produits, une autre base de données pour vos users. Et effectivement, avec les architectures microservices aujourd'hui, où chaque microservice a sa base de données, peut-être même sur des technologies différentes, relationnelles, non relationnelles, graphes, etc., en fonction des use cases, c'est un design pattern qui prend beaucoup d'importance aujourd'hui. On n'a plus une base de données centrale pour tout, comme c'était sur Amazon.com il y a 25 ans. C'était une base de données Oracle pour les utilisateurs, les paiements, les commandes, le stock. Maintenant, on n'a plus de base de données Oracle et on a des milliers de microservices qui ont chacun leur base de données. Mais ça permet au moins, si un système échoue, que l'ensemble des autres systèmes continuent de fonctionner à peu près normalement. Troisième moyen d'augmenter la disponibilité de ces bases de données, c'est de faire du sharding. Et là, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une grande table avec 40 millions d'utilisateurs, par exemple, c'est de répartir votre table user ou votre table commande sur plusieurs bases de données. Et vous avez toutes les commandes dont l'ID de la commande est entre 0 et 2 sur l'instance A, entre 3 et 4 sur l'instance B, et ainsi de suite. Ça demande un peu d'intelligence au niveau des applications, mais ça vous assure que si une base de données tombe, eh bien, ok, certaines commandes ne seront pas disponibles, on ne pourra pas accéder aux données de ces commandes-là, mais toutes les autres le seront encore. Alors, ça demande typiquement une couche de routage également, qui connaît la clé de sharding, quel est le critère sur lequel vous allez faire un sharding. Ça complexifie aussi tout ce qui est reporting. Typiquement, vous devrez consolider quand même ces bases de données-là dans une base de données de type data warehouse pour faire de l'analytique, parce que c'est très difficile de faire des jointures, par exemple, entre tables, quand on a du sharding de bases de données. Timeout, back-off and retry. Vous vous souvenez de mon exemple où j'avais un app serveur qui parlait à une base de données, et puis tout d'un coup, la base de données répond plus, et l'app serveur envoyait un joli connection timeout à la face de l'utilisateur. Pas une très bonne expérience utilisateur. Imaginez que votre base de données commence à ralentir. Que va-t-il se passer? Typiquement, dans la plupart des app serveurs, dans la plupart des drivers, vous gérez un pool de connexions TCP vers la base de données. Donc, il y a plusieurs connexions TCP qui sont allouées. Et l'expérience utilisateur va dépendre des timeouts. Typiquement, vous avez deux timeouts, un timeout du client qui appelle votre API et un timeout de votre application server, votre API, disons, qui appelle votre base de données. Quel est votre timeout? Est-ce que vous avez déjà été regarder les timeouts qui sont là? Typiquement, vous devez avoir un timeout plus petit côté utilisateur que base de données. Il faut que l'utilisateur timeout avant la base de données pour ramener un message significatif à l'utilisateur. Et souvent, on a des tout petits glitches réseau c'est pas la base de données qui est down, c'est juste un tout petit problème temporaire sur le réseau. Et donc, juste réessayer, ça marche. Et il faut pas attendre 10 minutes avant de réessayer. On peut réessayer quelques centaines de millisecondes plus tard. Donc, vous pouvez vous permettre, à droite en tout cas, de mettre des timeouts extrêmement courts sur les connexions base de données.
Voyons comment ça marche. J'ai l'utilisateur qui appelle mon API qui ouvre une connexion TCP et qui insère quelque chose dans la base de données. La base de données ne répond pas. Ah, il y a le premier timeout qui explose à la face ici. Imaginons qu'on ait 10 secondes côté user et qu'on ait 11... ouais, il y a plusieurs cas. Si on a 12 secondes côté base de données, ben, le user va avoir un timeout et un message d'erreur ou un fallback. On parlera des fallbacks juste après. Mais quid si le database timeout est plus long? Donc, c'est le client timeout qui se déclenche. Souvent, et surtout si vous utilisez MySQL, il est très probable que votre timeout soit infini. Rigolez pas, je vais vous montrer pourquoi dans une minute. Et donc, la base de données timeout, le client timeout, et le client est un bon client, bien éduqué, donc il fait un retry, donc on prend une autre connexion TCP, on refait un insert qui timeout également, qui consomme la connexion TCP. Et puis on ouvre une troisième, et ainsi de suite. Mais parce que le nombre de connexions TCP dans un connection pool est limité, à un moment ou l'autre, il n'y aura plus de connexions disponibles, et donc votre client va se prendre un autre message d'erreur qui lui sera immédiat, qui dit désolé, on ne peut plus se connecter à la base de données. Pourquoi est-ce que certains timeouts sont infinis? Parce que c'est le réglage par défaut dans les drivers JDBC. Tous les systèmes ont des timeouts, donc regardez quel est le timeout que vous utilisez pour votre système. Ça, c'est un exemple .NET, ça, c'est un exemple Java, il y a du Tomcat là, il y a d'autres systèmes. Vous avez toujours la possibilité de configurer un timeout. Sur MySQL, le driver, il dit quoi? Il dit que la valeur par défaut, c'est 0, et 0 means no timeout. Donc, si vous utilisez du MySQL, regardez quand même si vous avez bien mis un timeout. C'est très facile de rajouter des timeouts dans votre code. Ici, c'est un exemple Python où il y a des librairies, le projet Timeout Decorator, par exemple, qui rajoute un timeout, même si le système sous-jacent n'en a pas, juste en rajoutant un décorateur sur votre fonction, et en donnant le nom de la fonction à appeler au moment du timeout. Ici, la fonction, c'est stop itération. Donc, mettez des timeouts, sérieusement, vérifiez vos Tomcat, vos Node.js, vos JDBC, ODBC, pour vérifier qu'il y ait bien des timeouts à ce niveau-là. Et même si vous gérez bien les timeouts, qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux? Ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'attendre un peu entre les retries. Plutôt que d'avoir tous les clients qui retry en même temps, et qui vont très très rapidement épuiser la ressource qui est déjà challengée à ce moment-là côté serveur, c'est d'avoir les clients qui attendent un peu. Ça permet d'espacer les retries. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, votre ressource back-end, votre base de données, votre pool de connexion TCP est challengée, elle est en situation difficile, donc n'allez pas rajouter de la pression au-dessus d'une ressource qui est déjà challengée. Et typiquement, on met un retry exponentiel, donc plutôt que de réessayer immédiatement, parce qu'immédiatement, pour des clients, c'est très rapide. Hein, c'est tchac, 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 pouf, voilà, j'ai épuisé toutes mes connexions TCP. Donc là, vous attendez 2 secondes, et puis 4 secondes, et ainsi de suite. Parce qu'il y a de bonnes chances qu'entre-temps, les timeouts côté serveur, ils fonctionnent, ils release les connexions dans le pool. Et donc, si les connexions sont réalisées, après un certain temps, le timeout de 16 secondes, par exemple, il fonctionnera. Le retry après 16 secondes, je veux dire, il fonctionnera parce qu'une connexion TCP aura été libérée. Un des problèmes quand les clients font du exponential retry, c'est qu'ils réessayent tous en même temps. Tous les clients se sont rendus compte en même temps qu'il y a un problème. Ils attendent tous 2 secondes et ils réessayent tous 2 secondes après, ce qui cause aussi un pic de charge sur votre ressource qui est déjà challengée. C'est le graphe qu'on a à la gauche. On voit au début, on a des connection retries, les premiers 0,250 millisecondes en fonction de l'activité des clients. Et puis, il y a le problème qui survient et on voit que les retries ici sont exponentiels, mais ils sont tous en même temps. On a plein de calls qui se font dans ce range-ci. Alors, pour éviter ça et pour lisser les retries de manière à ce qu'ils soient plus faciles à absorber par vos ressources back-end, la solution, c'est d'ajouter un peu de jitter. Du jitter, c'est quoi? C'est un peu de randomness. Un peu de random, ça fait toujours du bien. Et c'est simplement dire, plutôt que essayer 2 exposants n étant le nombre de fois où j'essaye, je m'endors 2 exposants n, plus entre 0 et 1 seconde de random. De cette manière, tous les retries vont s'espacer à travers le temps.
et seront plus facilement absorbables par mon back-end. On voit le résultat, hein, si on a le nombre de competing clients et le nombre de calls qui sont faits, donc en ordonnée et en abscisse. Si on n'a pas de retry, au plus on a de competing clients, au plus on a de calls qui sont faits sur le back-end. Quand on a un exponential back-off, on a déjà moins de calls faits sur le back-end. Et quand on introduit un peu de jitter, soit un jitter equal, soit un jitter random, on voit que c'est là qu'on a le moins de calls compétitifs sur le back-end. Pour que ça marche, il faut aussi, pour que les retries marchent, il faut que les opérations soient idempotent, donc il n'y ait pas d'effet additionnel si on appelle 2 fois la même opération. Alors je sais que c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, j'ai pas vraiment de bonne stratégie à proposer pour implémenter des calls idempotent. Un autre design pattern que vous pouvez implémenter, c'est du circuit breaker. Donc un circuit breaker, ça veut dire passer par une classe proxy qui va monitorer la connexion sur la ressource, et si la ressource ne répond pas, faire un circuit breaker. Donc c'est comme un disjoncteur. Plutôt que de continuer à faire des appels sur la ressource qui ne fonctionne plus de toute façon, l'idée ce serait de dire, bien, on va simplement, je me rends compte que vous voyez ça, hop, voilà, on va retourner une réponse au client immédiatement sans mettre de pression additionnelle sur la ressource. Alors, il y a des librairies que vous pouvez utiliser pour faire du circuit breaker. Je sais que celle-là n'est plus maintenue par Netflix, qui l'a produit. C'est une librairie open source de Netflix qui s'appelle eStreet, qui est orientée Java. Mais c'est un peu la grand-mère de toutes les librairies qui implémentent des circuit breakers. Et donc, vous allez retrouver les design patterns qui sont implémentés là-dedans dans plein d'autres librairies qui existent, qui, elles, sont toujours maintenues. Et l'idée avec eStreet, c'était très simple, c'est de simplement rajouter une annotation devant vos appels à des ressources back-end et de dire si ça foire, ben, appelez cette méthode-là. Et on a une méthode qui, elle, va retourner des données hardcodées, par exemple, ou des données d'une autre source de données. Quid des health checks. Les health checks, c'est ce que votre load balancer, c'est le ping que votre load balancer va faire pour s'assurer que votre infrastructure fonctionne. Typiquement, les load balancers, ils vont appeler vos instances sur une URL dédiée pour vérifier la bonne santé de votre back-end. Et tant que vos back-end est en bonne santé, le load balancer continuera d'envoyer des requests. Alors, il y a deux types de health check, le peu profond et le profond. Le peu profond, c'est juste l'instance qui répond oui, tout va bien. Et puis, il y a les deep health check également, où l'instance, avant de répondre oui au load balancer, va aller tester tous les services de back-end. Et s'il y en a un qui dit non, eh bien l'instance retournera un non, ou enfin ça dépend des business, on pourrait dire l'instance va fonctionner en mode dégradé pendant ce temps-là, ou dire non, le système en entier n'est pas disponible. En période de crise, prioritisez les shallow health checks parce qu'ils mettent moins de pression sur votre infrastructure. Cachez les résultats et attention au logging aussi en période de crise. Le logging peut coûter beaucoup de ressources en espace disque évidemment, mais en CPU, en bande passante. N'allez pas mettre plus de pression sur un système déjà challengé. Une autre design pattern que vous pouvez implémenter, je reviens à Pascal Martin justement qui en parlera qui en parlait dans le podcast AWS que je vais publier dans quelques semaines, c'est le load shading. Le load shading, ça consiste à volontairement jeter du trafic, à répondre HTTP 500 pour un pourcentage du trafic. Quand vous savez que vous êtes en situation de crise, vous pourriez très bien vous dire, tiens, si je prends 100% de mon trafic dans la figure, ça marche pas. Est-ce que je préférerais pas balancer 20% de mon trafic, et donc oui, causer une erreur pour 20% de mes utilisateurs, mais au moins pour 80% des autres, continuer à garder le service. Alors Pascal expliquait que sur l'infrastructure d'M6 Play, ils n'ont pas encore implémenté cela, ça demande un peu de courage business pour dire je vais volontairement jeter du trafic pour certains de mes utilisateurs, mais ça peut être une solution pour garder un système pour un certain nombre d'utilisateurs. Par exemple, vous savez que la latency va augmenter en fonction du trafic que vous avez, et donc vous pourriez vous dire, vous savez que quand la latence augmente, eh bien les clients vont faire un timeout, et donc tout le trafic après
un certain nombre de requêtes ici sera perdu pour tout le monde. Et donc, pourquoi ne pas dire, ben voilà, je vais accepter du trafic jusque-là, mais quand j'approche ici, je vais commencer à rejeter mon trafic. Et donc, j'assurerai un certain pourcentage de trafic en dessous de ce qui est tolérable pour mes clients. Si vous faites ça, quelques best practices à prise du terrain. D'abord, ne soyez pas trop optimiste et n'acceptez pas plus de trafic que ce que vous pouvez vraiment absorber. Donc, il vaut mieux commencer à jeter du trafic plus tôt que trop tard, parce que quand c'est trop tard, ben, tout le monde est affecté. Deux, le problème, c'est de trouver la bonne métrique opérationnelle pour vous dire, à partir de maintenant, je jette du trafic. C'est certainement pas le CPU machine ou la consommation mémoire machine. C'est plutôt le nombre de requêtes sur l'API. Ça peut être les temps de latence de vos systèmes en back-end. À vous d'expérimenter et de trouver la bonne métrique. Quand vous rejetez, peut-être ne rejetez pas avec un HTTP 500, c'est pas très gentil, HTTP 500. Balancez plutôt du contenu caché ou du contenu hard-codé plutôt que du contenu réel, plutôt que retourner une erreur. Quand vous êtes en période de shading, pensez également à ne pas faire un shed de vos pings. Parce que si vous retournez à HTTP 500 sur les pings du load balancer, le load balancer va considérer que l'instance ne fonctionne plus et va la remplacer. C'est pas ça que vous voulez à ce moment-là. Donc assurez-vous que vos pings, eux, ils passent, ils soient très light en matière de consommation de ressources, mais qui passe, parce que en situation de crise, vous ne pouvez pas vous permettre de charger une ressource qui est déjà surchargée. Exemple, Netflix, vous savez, vous avez votre liste de recommandations à vous. Imaginez que le service de recommandation ait jeté mon trafic. Eh bien, je pourrais avoir des recommandations qui viennent d'un cache ou qui sont hard-codées, les mêmes recommandations pour tout le monde et qui ne sont pas spécifiquement liées à mon profil. Si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir ça. J'adore nos amis de Reddit, je suis désolé d'avoir pris ce screenshot, mais ça arrive, où vous avez l'UI qui est impossible, qui ne peut pas aller chercher ces données en back-end et qui n'affiche rien. Dernière technique, avant de parler un tout petit peu de chaos, c'est le sharding. Le sharding, c'est de mettre des barrières entre vos systèmes pour les isoler. Alors, comme vous le voyez sur la photo, c'est pas quelque chose de nouveau. Du sharding, c'est quelque chose qui existe pour la construction des bateaux, par exemple, où un compartiment peut être noyé, mais pas l'ensemble des compartiments. L'idée, c'est si vous avez une couche d'API, par exemple, c'est de ne pas laisser vos utilisateurs faire du load balancing sur l'ensemble des serveurs de votre API, mais de leur assigner des cellules. Donc, plutôt que d'avoir une API avec, je sais pas, 10 hosts, vous coupez vos cellules avec 2 hosts sur 2 availability zones et vous assignez vos clients à une cellule spécifique. De cette manière, imaginez que vous ayez une requête buggée qui vient d'un client, là, vous savez, le poison spill d'un client qui va tuer un app serveur ou un API serveur de la cellule 1. Le client, évidemment, il va réessayer sur la cellule 2, il va aussi tuer la cellule 2, mais regardez, ma cellule 3, 4, 5, 6 sont toujours fonctionnent toujours, et uniquement les clients qui étaient assignés à cette cellule 1 et cette cellule 2 sont affectés. Ils devront peut-être se déloguer, se reloguer pour être réassignés à d'autres cellules. Alors, comment est-ce qu'on assigne à des cellules? Il y a plein de moyens différents. Netflix fait ça avec un front-end proxy, donc ils ont un load balancer HTTP devant, qui fait pas que juste du load balancer, mais il assigne des clients donnés sur base d'une métrique, client ID par exemple, à certaines cellules. C'est un projet en open source, vous pouvez le trouver, ça fait plein d'autres choses, ça s'appelle Zulu sous Netflix. Ça pourrait être au niveau DNS aussi, vous pourriez imaginer que votre application cliente aille chercher le nom DNS de l'API dans un pool de noms DNS, et vous avez un cell 1, cell 2, cell 3 au niveau DNS, c'est un moyen, et vous allez chercher aléatoirement ou en fonction d'une clé de sharding basée, je sais pas, sur le user ID par exemple, vous allez chercher un nom DNS qui colle à une cellule donnée pour ce client-là. Il y a quand même un problème avec cette architecture-là. Regardez, j'ai mes 3 premiers clients, là, le petit chapeau, l'oiseau et le trèfle, qui sont assignés aux mêmes cellules. Donc, si un client bug et fait planter la cellule 1 et puis après fait planter la cellule 2, eh bien, mes 2 cellules seront plantées et mes 3 clients seront morts. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Mais avant de parler de ça, j'avais oublié.
ce que vous voulez limiter en faisant ça, c'est ce qu'on appelle le blast radius, c'est l'effet de souffle d'une erreur. C'est-à-dire combien de clients sont impactés par une erreur. Et quelles sont les fonctionnalités qui sont impactées, parce que peut-être c'est une fonctionnalité qui ne fonctionnera plus, mais les autres continuent de fonctionner. Pour diminuer encore le blast radius, parce que dans mon premier exemple, j'avais 3 clients impactés, plutôt que d'assigner de manière fixe sur base d'une clé de sharding un client à une cellule, vous pourriez très bien imaginer de faire une assignation aléatoire, du shuffle sharding. Regardez ici, j'ai toujours mon client chapeau là, qui balance une requête qui tue tout le monde, mais cette fois-ci, mes clients sont assignés de façon aléatoire sur les cellules. Et donc, mon client dans la cellule 1, il est avec le petit lapin et le grain de maïs, mais le petit lapin et le maïs, ils sont sur d'autres cellules. Donc, quand mon client affecté va réessayer, il va attaquer la cellule 5 et il ne partage pas la cellule 5 avec les mêmes clients que la cellule 1. Donc même s'il tue la cellule 5, les clients affectés de la cellule 1 et de la cellule 5 sont toujours affectés à d'autres cellules. Et donc, pour ces clients-là, ils sont toujours en vert, ils peuvent continuer de fonctionner. Donc, pensez à la magie des maths. Vous avez probablement fait de la combinatoire quand vous étiez à l'école. Le nombre de combinaisons est extrêmement important et il grandit avec le nombre de nœuds, la taille des shards. La possibilité que 2 clients overlappent la même cellule est extrêmement faible. C'est une factorielle, en fait. Et donc, la probabilité d'un overlap de 5 clients, ce qu'on a 100 nœuds et que la taille d'une cellule c'est 5, c'est 0,00000. Et même la probabilité d'overlap de 2 clients est extrêmement faible, 1,8%. Donc pensez à la magie des maths, à la magie de la combinatoire. Vous avez besoin d'un client qui soit fault tolerant, d'un client qui réessaye, et vous avez besoin d'un mécanisme de routing, ça peut être le DNS ou ça peut être un front-end proxy, comme dans l'exemple de Netflix. Waouh, quel voyage! Il me reste quelques minutes pour parler de chaos. Une fois que vous avez pris conscience et confiance dans votre infrastructure, vous pouvez commencer à utiliser des game day. Game day, c'est un terme que nous avons commencé à utiliser il y a une quinzaine d'années chez Amazon, où volontairement, sous forme de jeu, on a commencé à injecter des pannes dans les systèmes de test d'abord, mais éventuellement de production. Il y a un très bon talk YouTube dont je donne la référence là, où vous pouvez voir l'origine de ce mot Game Day. Mais l'idée, c'est de gagner en confiance sur nos capacités de recovery, nos capacités d'alerte, nos capacités de debugging, en injectant des pannes dans les systèmes. Netflix est passé maître dans l'art de faire ça. Ils ont développé toute une série d'outils qui permettent d'injecter des pannes au niveau d'une ASI, d'un système, ou même sur plusieurs ASI. Ils sont capables de simuler une région entière qui est down. Ça s'appelle Simian Army, où ils ont plusieurs singes, chaque singe étant dédié à un type de panne différent, et l'armée collectivement, c'est leur toolkit qui permet de faire du chaos engineering. Donc le chaos engineering, c'est vraiment une discipline d'expérimentation sur un système distribué pour que vos équipes puissent gagner confiance sur la capacité au système de continuer à fonctionner dans des conditions un peu turbulentes. Typiquement, vous allez commencer à faire ça sur des environnements de test, de développement. Ça met en lumière la communication dans l'équipe, ça met en lumière les capacités d'alerting, est-ce que vous monitorez les bonnes métriques, et les groupes, les entreprises qui sont plus mûres n'hésitent pas à faire ça en production. Nous faisons ça chez Amazon, Netflix fait ça également pour tester les systèmes. De nouveau, l'idée c'est pas d'introduire du chaos comme le nom l'indique, mais l'idée c'est de gagner en confiance sur votre système. Regardez le blog de mon collègue Adrian Hornsby, il a beaucoup de blogs, j'ai la référence dans un slide qui va arriver dans une minute. Amaury qui me dit référence à l'armée des 12 singes, le très bon film avec Bruce Willis, effectivement. Pour les chaos Dev Days. Donc, commencez doucement si vous faites ça. Injectez des pannes. Il y a plein de pannes simples à injecter. Vous fermez un security group, vous changez une règle DNS, vous détachez une Internet Gateway. Vous pouvez générer de la charge CPU sur un système. Seriez surpris de voir comment un système se comporte quand il y a un peu plus de CPU.
Vous pouvez faire un shutdown de votre Apache, de votre Nginx sur un host pour voir comment vos alertes sont remontées. Et finalement, tout ça devrait être assez transparent. Les containers devraient être remplacés, les instances EC2 devraient être remplacées avec un impact minimal pour vos utilisateurs. Vérifiez vos métriques. Quelles sont les métriques que vous vérifiez? Est-ce que ce sont les bonnes? Quels sont les seuils de tolérance? Tout ça, vous pouvez l'apprendre en regardant deux choses. Le Well Architect Framework, qui est un framework qui va évaluer votre infrastructure sur 5 piliers: l'optimisation des coûts, les performances, la sécurité, mais aussi, et c'est ça qui nous intéresse dans ce contexte de résilience et de chaos, c'est la fiabilité de votre système et l'excellence opérationnelle. Alors ce framework est maintenant disponible en self-service dans la console. Il y a toute une série de tests qui sont automatisés, que vous pouvez déclencher dans la console automatiquement. Et puis j'ai beaucoup parlé d'Adrien. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a construit ce slide deck. L'énorme majorité de ce slide deck a été construite sur base de ces 4 blocs-là. C'est sa spécialité. Il ne fait que ça. Donc allez voir le blog de mon collègue Adrien Hornsby. Comme son nom l'indique pas, il est français, il n'habite pas en France, il habite en Finlande et il blogue beaucoup sur l'excellence opérationnelle, la résilience, le chaos engineering. Il a un GitHub avec des tas de petits outils qui vous aident à injecter des pannes dans vos infrastructures, à utiliser avec prudence et raison, évidemment. Mais il donne des outils qui vous permettent de jouer avec tout cela. Si vous retenez qu'une seule chose de ce talk, planifiez pour le pire, parce que le pire arrivera un jour. Préparez-vous pour l'inattendu, parce que l'inattendu arrive tous les jours. Et construisez des systèmes, concevez des systèmes qui soient capables de résister à des pannes, en tout cas aux pannes quotidiennes. Après, ça dépend vraiment de votre application. Il y a des applications qui peuvent se permettre d'être down pendant 2 jours. Il y a des applications qui ne peuvent pas se permettre d'être down pendant 2 jours. J'ai beaucoup cité Pascal Martin, merci Pascal, mais c'est un bon exemple d'application qui ne peut pas être down. M6 Replay, M6 Play, la plateforme de vidéo à la demande d'M6, Amazon.com, Netflix, ce sont des applications qui ne sont jamais down, même en temps de maintenance. Voilà. Quelques liens de promo pour moi, mon GitHub Sepsto, la chaîne YouTube Sepsto, où il y a pas mal de contenu en français, il y a des vidéos tutoriaux. Les vidéos online des user groups sont sur ma chaîne YouTube également. Twitter, Sepsto, et puis sur Twitch où je suis en direct 2 fois par semaine, le jeudi à 6h, donc ce soir pour du live coding. On est en train de porter une application Node.js MySQL sur le cloud en automatisant, en suivant les best practices de sécurité. Épisode 6 ce soir à 18h, ça sera en direct. Et tous les vendredis à 4h, heure de Paris, il y a un quiz de certification AWS. Donc si vous préparez la certification AWS, on passe en revue 8 questions et c'est un quiz, donc vous pouvez jouer, gagner des points. Et puis j'explique pourquoi la bonne réponse est la bonne réponse et surtout pourquoi les mauvaises réponses ne sont pas les mauvaises réponses. Si vous avez loupé des épisodes précédents, tous les épisodes sont sur la chaîne YouTube. Il est 12h29, donc je termine avec 1 minute d'avance. Je vais rester connecté en ligne un tout petit peu. Si vous avez des questions, vous les balancez dans le chat. Sinon, merci d'avoir participé à ce talk. J'ai pas de crédit AWS, désolé cette fois-ci. J'aurais dû prévoir ça, c'est vrai. J'en prévoirai tout à l'heure, tiens. J'ai un talk à 2h cet après-midi. C'est pas un talk, c'est un workshop. Nous serons 3 heures ensemble. C'est pour les gens qui ont des Mac et qui développent sur iOS. Vous venez avec votre Mac, avec Xcode, avec quelques librairies déjà installées. Et pendant 3 heures, on développera une application iOS qui utilise un back-end dans le cloud. Un back-end qui utilise GraphQL, AppSync, DynamoDB, S3, Cognito, donc un back-end full serverless pour vos applications mobiles, et on fera ça en 3 heures. Merci d'avoir assisté à cette présentation, merci d'assister à CloudWest aujourd'hui. L'agenda est fabuleux, regardez les autres talks qui sont disponibles pendant la journée, il y a plein de bons talks avec des bons speakers, donc j'espère que vous apprécierez l'event. Si vous recevez un formulaire d'évaluation, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et des petits pouces vers le haut. Merci et à très bientôt.